Merci de m'avoir invité tout d'abord. J'aurais pu parler en long et en large de cette histoire, de ce conflit, mais j'ai décidé de consacrer cette intervention à un titre que j'ai formulé, qui est le retour des Arméniens du Haut-Karabakh, un enjeu de paix au Sud-Caucase. Alors ce titre peut paraître idéaliste, irréaliste pour certains, provocateur pour d'autres, mais depuis le temps où je me suis consacré à l'étude, à l'analyse de cette question du Haut-Karabakh, je suis toujours tenu au principe de droit essentiellement. Et donc c'est l'approche que je compte prendre aujourd'hui, car je considère que l'élaboration de la paix au Sud-Caucase ne peut pas faire l'impasse sur le droit, et notamment le droit de cette population qui était effectivement native, qui était autochtone de ce territoire, de retourner vivre là-bas. Les événements politiques qui ont conduit au fait que cette population donc soit forcée effectivement à l'exil, on les connaît tous, mais il n'empêche que cette population autochtone a le droit inaliénable à vivre sur sa terre. Et je considère que c'est le seul moyen de recréer, en effet, une réconciliation entre Arméniens et Azerbaïdjanais. La prise d'indépendance a échoué. L'Arménie a commis de nombreuses fautes, notamment la non-reconnaissance de cette république qui s'était créée. Donc elle a laissé passer sa chance, en tout cas, d'avoir une politique différente sur la scène internationale. Elle a aussi laissé passer la chance de finalement se retirer des territoires qui entouraient le Haut-Karabakh stricto sensu, de manière pacifique, parce qu'elle aurait pu le faire, et elle ne l'a pas fait. C'est-à-dire, entre 1994 et 2020, l'Arménie aurait pu retourner ses territoires et éviter une guerre qui a fait de nombreux morts, et un nombre de morts équivalent d'ailleurs en Arménie et en Azerbaïdjan. Donc les chiffres effectivement ne sont pas bien connus, mais l'Azerbaïdjan n'a pas beaucoup publié donc le nombre de ces morts, mais il a été au moins équivalent à celui des Arméniens. Donc en effet, les guerres ne sont pas bonnes. En l'espèce, elles ont été fratricides. Et donc, je pense que le temps de la paix, effectivement, est revenu. Alors, mon exposé se décompose en 3 parties. Bon, et encore une fois, c'est une approche purement juridique. Donc, la première, c'est les grandes étapes, finalement, qui ont eu lieu entre 1994 et 2023. Ensuite, c'est parler du droit au retour des réfugiés. Et troisièmement, c'est d'expliquer que les alternatives à cette thèse conduiront toutes à une guerre, à court ou long terme. Donc, les grandes étapes, tout d'abord. La question de ce territoire, ça a été rappelé rapidement par le professeur Dumont, mais en réalité, pendant toute la période soviétique, il y a eu des revendications permanentes de la République soviétique d'Arménie
pour récupérer ce territoire du Karabakh. Ça n'a jamais abouti. Toujours est-il que cette région avait un statut de région autonome. Donc, quand la perestroïka s'est mise en place, effectivement, les premières revendications d'indépendance du Karabakh se sont produites dès la fin 1988. Donc ensuite, il y a eu toute une série effectivement d'exactions, enfin de pogroms en Azerbaïdjan. Ensuite, il y a eu une expansion de ce conflit à la fois en Arménie et en Azerbaïdjan. Il y a eu des échanges de populations qui ont créé en effet des réfugiés de chaque côté. Et ces échanges de population se sont faits d'ailleurs plus ou moins pacifiquement. Moi, je n'ai pas connaissance, en tout cas, d'échanges qui ont été sanglants quand les Azerbaïdjanais sont partis de Yerevan, par exemple. Ils ont peut-être été chassés, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, il n'y a pas eu d'exaction. Donc en 1991, quand les Arméniens du Karabakh ont décidé de voter leur droit à l'indépendance, selon la constitution soviétique, le moyen employé, le moyen légal en tout cas, était parfaitement légitime à cette époque-là. Mais ce référendum d'indépendance a été effectivement refusé par l'autorité centrale d'Azerbaïdjan. Et là, on peut dire que il y a d'autres exemples en Europe occidentale où des référendums d'autodétermination ou d'indépendance ont été refusés par le pouvoir central. C'est le cas du référendum catalan qui a été refusé par le pouvoir central espagnol, ou le référendum d'indépendance du Québec, qui n'a pas pu se prolonger parce que la Cour suprême a considéré que les conditions d'une sécession n'étaient pas réunies. Donc ça veut dire que les Occidentaux, de ce point de vue-là, ne sont pas plus ouverts au droit à l'autodétermination que certaines nations dites non démocratiques. Donc entre 1994 et 2020, en effet, les Arméniens ont finalement perdu leur temps, se reposant un petit peu sur les lauriers de leur victoire. Moi j'ai, dès 2016, très tôt dénoncé l'impuissance et l'impasse des négociations dans le cadre du groupe de Minsk, parce qu'en réalité, tous les principes de droit étaient mis sur la table, sauf que le principe de l'intégrité territoriale est plus fort que le droit à l'autodétermination, parce que le droit international est ainsi fait qu'il a été créé par les États et pour les États, et que les peuples dans tout ça, ils n'ont pas grand-chose, ils ne pèsent pas grand-chose dans la balance. Le droit à l'autodétermination des peuples a été défini dans la Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte international sur les droits civils et politiques, mais il n'a jamais été développé. C'est-à-dire on le considère même comme en fait un processus démocratique interne aux États. Donc il y a une mauvaise compréhension. Donc c'est une opposition bien connue. Donc les gens qui ont des velléités indépendantistes considèrent ce droit comme un droit à l'indépendance, un droit de sécession, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le seul élément qui aurait pu donner ce droit à sécession, c'est effectivement l'exécution d'un génocide, c'est-à-dire un génocide
qui est en cours de perpétration. Donc, quelque part, l'indépendance du Karabakh est arrivée un petit peu trop tôt dans l'histoire, c'est-à-dire qu'elle aurait pu être finalement demandée au moment où l'Azerbaïdjan a agressé l'Arménie, enfin le Karabakh en septembre 2020, mais pas avant. Donc c'est pour ça que c'est toute une série de rendez-vous ratés donc de la politique étrangère de l'Arménie par rapport à cette question. Toujours est-il que ça ne donnait pas droit à l'Azerbaïdjan à faire son agression en septembre 2020, puisque tout usage de la force ou menace d'usage de la force était interdit par les principes qui avaient été arrêtés dans le cadre du groupe de Minsk, et d'une manière générale, ils sont interdits par la charte des Nations Unies. Donc il y a une illégalité, bien sûr, de l'agression, mais il y a aussi il y a eu une passivité coupable des Arméniens de ne pas avoir cherché à résoudre le problème avant que l'Azerbaïdjan décide de recourir à la force. Alors, après, vous connaissez l'histoire. Il y a eu donc ce blocus qui a démarré en décembre donc 2022. Donc blocus du Karabakh, et là seul le CICR et donc la Croix-Rouge et quelquefois les forces de médiation russes étaient autorisées à transférer des personnes, voire des marchandises de première nécessité, le long du corridor de la Chine. Ce blocus est devenu total à partir de juin 2023. Et donc, septembre 2023, en effet, il y a des gens qui parlent d'agression qui était inattendue. Je pense que cette agression était programmée et connue du côté arménien. Donc, en effet, la terreur préalable qui est diffusée à travers les réseaux sociaux auprès des Arméniens, et notamment sur des scènes un petit peu insoutenables de torture ou de sévices subis par les Arméniens pendant la guerre de 2020, a fait le reste, c'est-à-dire que la population a très vite décidé de partir. Alors elle est partie après 9 mois de blocus et après une opération de terreur effectivement qui visait à ce qu'ils partent. Cela étant, donc depuis la Cour internationale de justice a le 17 novembre 2023 pris un certain nombre de mesures conservatoires qui garantissent le droit au retour pour ceux qui veulent revenir, donc les Arméniens du Karabakh qui veulent revenir. Donc cette Cour internationale de justice a acté donc le droit au retour de ces Arméniens. De même qu'il a fixé donc des conditions de sécurité pour leur retour. Et plus que ça, donc la Cour internationale de justice a aussi ordonné l'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan lui-même, au cours des audiences, s'y est engagé, à restituer les biens pour ceux des Arméniens qui voudraient retourner et retrouver leurs biens. Et la Cour va même un peu plus loin que ça, puisqu'elle ordonne à l'Azerbaïdjan de conserver tous les documents administratifs relatifs donc à l'état civil et aux biens, donc au cadastre concernant cette population arménienne du Karabakh. Donc voilà, le droit international a parlé. Ce sont des mesures provisoires dans l'attente donc du jugement définitif.
ceci pour éviter que le préjudice subi par les Arméniens qui ont quitté leur terre natale et leurs habitations, de subir un préjudice irréparable. Alors, donc je disais en point numéro 2 que le droit au retour, effectivement, est absolu. Donc je viens de le préciser. Alors maintenant, ce droit au retour, effectivement, ne peut se faire que si les conditions de sécurité physique et la protection des droits de ces citoyens, de ces futurs citoyens azerbaïdjanais, sont fixées et écrites dans le marbre. Aujourd'hui, aucun mécanisme n'a été déclaré publiquement, donc on ne sait pas s'il existe ou pas. On ne sait même pas s'il a été discuté. En tout état de cause, le traité de paix qui tarde à venir, non, pour l'instant, n'en fait pas mention. Encore une fois, ici, l'Arménie a une position un petit peu ambiguë par rapport à cette question du Karabakh. Certains responsables politiques considèrent que la question est résolue, donc ce n'est plus leur affaire. L'Azerbaïdjan clame qu'elle est tout à fait prête à accepter le retour des Arméniens. Et elle s'y est engagée auprès de la Cour internationale de justice, mais on ne connaît pas dans quelles conditions. Donc aujourd'hui, la responsabilité du droit au retour repose principalement donc sur ces deux protagonistes. Mais qui pourrait aujourd'hui croire que ces deux protagonistes vont pouvoir régler la question eux-mêmes, c'est-à-dire sans l'intervention de puissances médiatrices ou d'instances comme celle des Nations Unies pour je dirais, asseoir un mécanisme donc qui puisse favoriser donc ce retour et la conclusion d'un traité de paix. Donc, et ici je voudrais terminer sur ce deuxième point en disant que le discours officiel de haine raciale qui est vraiment un discours officiel que les autorités azerbaïdjanaises ne cachent pas, et qui est d'ailleurs la raison pour laquelle l'Arménie a engagé des actions interétatiques contre l'Azerbaïdjan devant la Cour internationale de justice. Donc ce discours n'est pas rassurant, en tout état de cause, pour les Arméniens du Karabakh qui voudraient retourner donc chez eux. Alors j'en viens au troisième point, donc c'est les alternatives à cette thèse que vous pourriez considérer comme idéaliste, mais cette thèse est simplement la concrétisation d'un droit, voilà, que personne ne peut nier à cette population de revenir chez elle. Alors les alternatives à cette thèse, à mon sens, ne peuvent conduire qu'à une guerre. Aujourd'hui, donc contrairement aux propos qui ont été tenus tout à l'heure, le traité de paix ne semble pas prêt d'aboutir. Hier, le Premier ministre Pachinian a regretté donc les atermoiements de l'Azerbaïdjan, qui au contraire aujourd'hui exprime des revendications territoriales sur l'Arménie. Le pari de Nicole Pachinian, c'était de dire on abandonne le Karabakh, mais voilà, on reconnaît mutuellement l'intégrité territoriale des deux républiques. Bon, visiblement, ce plan est en train d'échouer. Parce que l'Azerbaïdjan est en position de force. Il y a eu plusieurs interventions en position de force géostratégique, elle est en position de supériorité militaire, elle est en position de force psychologique, parce que malheureusement, le dirigeant arménien qui a conduit à la défaite militaire de 2020 est
est toujours en place et c'est lui qui négocie avec l'Azerbaïdjan. Donc c'est une position difficile pour négocier une paix quand vous avez un vainqueur, un vaincu. La démocratie oblige, il est toujours le Premier ministre. Aujourd'hui, donc, il y a un vrai problème autour de cette revendication territoriale. Alors, le sud donc, de l'Arménie, c'est un objectif qui est effectivement qui pourrait être contourné, parce que précisément l'Iran a proposé une solution intermédiaire, c'est-à-dire faire passer une route qui fait la jonction est-ouest à travers l'Iran. Donc, est-ce que l'Azerbaïdjan sera suffisamment sage et sagement conseillé pour accepter cette solution? Oui, elle a été déjà acceptée, oui, tout à fait. Oui, oui, oui. Non, je veux dire, est-ce qu'elle va se suffire de cette solution? Voilà, c'est surtout ça. Voilà. Donc, si en tout cas elle poursuit son objectif de conquête territoriale, en tout cas non pas de conquête territoriale, mais en tout cas de volonté de faire du sud de l'Arménie un territoire hors de toute souveraineté, donc une compétence extraterritoriale. Je pense qu'effectivement, il y a un risque de guerre qui est très fort, parce que l'Arménie ne l'acceptera pas, l'Iran ne l'acceptera pas. Et je pense même que l'Occident, même si leurs déclarations sont toujours très faciles, mais ils n'ont pas les moyens ni la volonté d'intervenir sur le terrain, l'Occident ne l'acceptera pas non plus dans le principe, en tout cas politique. Bon, la Russie, c'est un point d'interrogation. On ne sait pas comment elle réagira. La Russie avait l'intention, en tout cas, de conserver le contrôle et de garantir la sécurité de tous les flux dans le sud de l'Arménie, ce qui est une forme déjà d'atteinte à la souveraineté de l'Arménie, mais en tout cas, il y a un risque de guerre important. Voilà. Le troisième risque de guerre, c'est bien entendu la détérioration des conflits au-delà du Caucase. Donc, une déflagration générale au Moyen-Orient pourrait très bien effectivement être le déclencheur de nouvelles guerres au Sud-Caucase. Donc aujourd'hui, moi je considère que le retour des Arméniens au Karabakh serait un signe, en tout cas, de paix et de réconciliation de la part de l'Azerbaïdjan. Et pour ça, il y a deux conditions. Il faut que l'Azerbaïdjan cesse sa politique, donc son discours de haine raciale, et deuxièmement, qu'il prenne un certain nombre de mesures, donc notamment la libération des prisonniers de guerre et des prisonniers politiques. Voilà, j'en ai terminé.